Merci. Merci d'être ici. Vous êtes nombreux, nombreuses. Bravo. Je suis quand même étonné toujours de constater que si tôt le matin, après une intervention comme celle à laquelle nous avons assisté, qu'on soit si nombreux dans une salle pour là-dessus. J'avais une petite question qui me trottait dans la tête ce matin, juste genre provenance professionnelle. Les étudiants, vous pouvez lever la main? OK. Combien de l'UQAM là-dedans? Mais les gens de l'UQAM sont en grève. Il me semble que ça devrait... on devrait avoir un achalandage plus grand. Combien de professionnels en aménagement, de manière générale, là, de génie, urbanisme, paysage? Ah, c'est bon. OK. Alors, on a une mixité d'activités professionnelles qui va nous permettre d'animer les 40 dernières minutes. Donc, je répète le processus. On vous l'a annoncé un peu tantôt, mais avant, je vais me présenter. Pierre Goyer, je suis analyste à l'Office de consultation publique de Montréal. Je vous fais grâce de mon parcours professionnel. Il est assez tortueux, mais je suis en matière d'aménagement du territoire depuis probablement une trentaine d'années, 40 ans. À partir d'organismes communautaires jusqu'à la politique, j'ai tenté politique municipale. Je tentais de montrer à Obama comment on pouvait passer d'organisateur communautaire à président des États-Unis. C'est prétentieux. Je passe. J'ai été aussi donc conseiller municipal. J'ai été urbaniste sans porter le nom parce que je ne suis pas membre de l'ordre. Donc, je suis un planificateur urbain. Point. Je ne veux pas que l'ordre me poursuive ce matin. Et donc, j'ai travaillé dans le secteur privé, dans le secteur public et dans le secteur communautaire. Voilà en deux mots. J'ai peut-être donc une vision des choses élargie qui me permettra de solliciter votre collaboration dans les dernières parties. Ben, vous connaissez le processus peut-être un peu. On va entendre nos deux panélistes. Je les présente. Monsieur Saint-Jacques. Non, voilà, hein, j'avais pris des notes, vous m'excusez. Sylvain Paquette, qui sera le premier à intervenir. Sylvain est directeur de la chaire de paysage en environnement à l'UDM. Il est aussi professeur titulaire à l'école d'urbanisme, et ça a changé de nom, si j'ai bien compris, école d'urbanisme et d'architecture et paysage. Voilà, j'ai fait mes classes chez vous. Il est aussi directeur de la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal, et c'est probablement à ce titre-là particulièrement qu'il est. On lui demandait tantôt c'était quoi sa formation académique. Il est biologiste. Dans une autre vie. C'est l'origine des espèces vous a amené à l'aménagement. Son expertise, elle est tout à fait appropriée au thème de la matinée. Il est sociologue du paysage et il a déjà développé des stratégies, notamment pour certains parcours et entrées de ville, dont l'autoroute 20, je crois, entre l'aéroport et le centre-ville, si ma mémoire est bonne. C'est exact? Voilà. Donc, nous aurons le plaisir de l'entendre pendant une dizaine de minutes, suivi de Madame... Je vais me tromper une deuxième fois, vous permettez, Michel Saint-Jacques. Madame Saint-Jacques, elle est aussi prof à l'École de technologie supérieure. Elle a été directrice du département de génie. Elle est maintenant directrice du programme de maîtrise en génie. Concentration, gestion des infrastructures urbaines, on est en plein dedans. Donc, ingénieure et physicienne. Physicienne. Combien de physiciennes en salle? OK. C'est vraiment une profession assez rare. Donc, spécialisée en aménagement routier, matériaux, sécurité routière, fonction très pratique donc de l'aménagement urbain, voilà. Notre thème, vous le savez, donc, je vais juste conclure, 2 fois 10 minutes. Après ça, c'est un défi que je lançais tantôt à nos deux panélistes, 20 minutes d'échange entre les deux, un échange constructif et collaboratif, mais pour pouvoir approfondir les propos de l'un et l'autre. Alors, je vais tenter de vous stimuler, si besoin était, à l'intérieur de ces 20 minutes-là. Et par la suite, ben, la salle, tout le débat appartient à la salle. On a une quarantaine de minutes avant la pause de dîner. Ça va? Juste une phrase de mise en contexte. On est quand même ici dans un processus à la fois de mobilisation et de participation. C'est le jargon Office de consultation publique. Mais on est ici d'abord et avant tout pour alimenter votre réflexion, dans l'espoir que vous soumettiez vos opinions à l'occasion de la consultation un peu plus formelle qui suivra bientôt. Donc, on est ici pour alimenter
votre connaissance du milieu, de la pratique et tout ça, basé sur ce qu'on entendra toute la journée, de manière à ce que vous tous et toutes, déposiez un mémoire à l'occasion de la consultation publique. Non, mais on est toujours à la recherche de participation publique chez nous. Une seule indication, à l'occasion, bon, il faut que je vous avise qu'il y a une dame là-bas, elle s'appelle Élise, c'est la chargée de projet du dossier. Sa job, c'est de nous surveiller, c'est-à-dire de me surveiller pour pas que je parle trop et que je n'excède pas les horaires. Alors, vous verrez quelqu'un dans le fond qui fait toutes sortes de signes, mais je préfère vous regarder de loin que de regarder Élise, que je félicite parce que c'est l'organisatrice principale de l'événement. Merci, Élise. Un seul thème, mettre en scène des entrées de ville harmonieuses. Depuis hier, je tente de faire un petit peu de sémiologie autour de chacun des mots. Il y a la mise en scène, il y a une entrée, puis il y a l'harmonie. J'ai le goût de dire que le mot harmonieux est comme un buzzword chez les urbanistes. C'est comme dire on veut un milieu de vie complet. Bref, j'arrête là. Je vais commencer mon sens critique d'urbaniste et je ne veux pas, ce ne serait pas. Mais votre réflexion doit quand même porter sur ces trois termes-là, je pense. Alors, le défi que vous avez, peut-être, c'est si nos panélistes ne parlent pas de mise en scène, d'entrée harmonieuse, bien, ça va être à vous de le définir. Fin. J'invite M. Paquette à commencer son présentation. Merci, M. Goyer. Vous pouvez m'appeler Pierre, Sylvain, ça va aller plus facile. Merci, Pierre. Merci. Merci à l'OCPM de cette invitation pour aborder avec vous aujourd'hui la question des entrées de ville. En fait, on m'avait donné un mandat très précis, c'est-à-dire de parler de projets inspirants. De projets inspirants et de processus inspirants pour cette question d'entrée de ville. D'entrée de jeu, déjà, j'ai réfléchi à un certain nombre de projets inspirants qui ont été menés à l'international que j'aimerais aborder avant de parler d'un processus qu'on a mené ici à Montréal avec le ministère des Transports et la Ville de Montréal, qui est un concours international d'idées sur l'entrée de ville, dont Pierre évoquait tout à l'heure le projet entre l'aéroport et le centre-ville de Montréal. Quand on parle d'entrée de ville, il y a des projets comme celui de Barcelone qui, sur toutes les lèvres, c'est-à-dire c'est un projet qui est inspirant, un projet de reconquête, en fait, des espaces publics dans un secteur stratégique à l'interface du quartier historique et du port de Barcelone. Une stratégie, comme vous voyez ici, du passage d'une ligne, d'une voie autoroutière en semi-souterrain, qui permet donc de valoriser cet espace public pour permettre une meilleure perméabilité entre ces deux espaces. Donc, un projet européen, mais il est important aussi de présenter un certain nombre de projets d'Amérique du Nord. Celui d'Houston, ici, qui longe la rivière Buffalo Bayou, qui était un projet qui a été réalisé. En fait, c'est un projet de parc linéaire qui était aménagé sous une infrastructure autoroutière, donc pour permettre en fait l'utilisation de ces espaces qui sont souvent sous-utilisés dans nos infrastructures routières traditionnelles. Du côté de Shanghai, c'est un autre projet qui est similaire, c'est-à-dire que l'idée, c'est de consolider des espaces verts sous des infrastructures autoroutières, mais dans ce cas-ci en particulier, c'est de profiter en fait de mettre en valeur le caractère, qu'on pourrait dire, monumental de ces infrastructures routières. Un projet plus près de chez nous, le projet de Québec, c'est probablement l'entrée de ville de la promenade de Champlain, Samuel de Champlain à Québec. C'est probablement un des seuls projets d'entrée de ville qui a été réalisé, donc qui a été planifié notamment par la Commission de la capitale nationale et le ministère des Transports à l'époque. Donc, c'est un projet où la chaire en paysage a été notamment interpellée très en amont, à la fin des années 90, pour faire tout un projet de caractérisation des paysages et mettre en valeur, en fait, ces paysages fantastiques du fleuve Saint-Laurent sur une voie routière qui était à l'époque absolument pas aménagée pour accueillir des usages récréatifs.
donc, c'est un portrait très, très rapide, on a seulement 10 minutes. J'arrive tout de suite à ce projet, ce concours international d'idées. En fait, le contexte d'émergence, c'était évidemment dans le contexte de requalification de l'entrée de ville de Montréal le long de l'autoroute 20 entre l'aéroport et le centre-ville de Montréal. Et on s'est dit, avec nos partenaires, donc le ministère des Transports et la Ville de Montréal, profitons de l'intelligence collective des concepteurs, qui soient architectes, designers urbains, architectes paysagistes, pour réfléchir et alimenter cette réflexion sur l'entrée de ville de Montréal. Donc, évidemment, il y a eu, je commence par la fin d'une certaine manière, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été relevés par le jury international qui a été organisé à l'époque. Donc, je vous parle de 2011. Un des projets, en fait, il y a eu trois propositions qui ont été primées par le jury, ou relevées par le jury. Un de ces projets, ça a été celui proposé par la firme new-yorkaise Dylan Studio, qui proposait, en fait, tout un travail sur le désenclavement, en fait, d'un segment autoroutier de l'autoroute 20, pour proposer, en fait, une solution d'enjambement pour favoriser, en fait, une reconquête des espaces au-dessus de l'autoroute, notamment dans un contexte de consolidation de la trame verte. Un autre projet qui a été réalisé par une firme d'architecture torontoise, Brown & Story, qui, eux, arrivaient avec une solution pour imaginer des propositions de densification urbaine et d'articuler, en fait, cette densification qui est très importante à Montréal, notamment avec l'adoption du PEMAD, de penser cette densification en articulation étroite avec les réseaux de transport, pas seulement les réseaux de transport autoroutiers, mais aussi les réseaux de transport plus doux, c'est-à-dire pistes cyclables et voies piétonnes. Un dernier projet d'un individu, en fait, d'un diplômé en architecture de paysage, Gilles Nico, qui a proposé en fait une solution très innovante sur le plan de la production-consommation d'énergie. En fait, il proposait de voir les autoroutes non pas seulement comme des lieux de consommation d'énergie, mais aussi de production, donc de récupération de l'énergie produite par l'autoroute pour notamment arriver à des solutions d'éclairage. Et avec une vision d'éclairage où la dimension qualitative est importante. Donc, ces projets répondaient en fait à une demande, en fait un cahier des charges déposé par les partenaires d'une table de travail qui ont été mis sur place en fait en amont de ce projet-là. L'idée, en fait, c'était d'arriver à définir une vision très claire pour cette entrée de ville emblématique pour Montréal et, comme je vous disais, de servir des idées des concepteurs à l'international pour répondre à cette vision-là. Donc, il y a eu tout un travail en amont pour identifier des enjeux sur cette voie qui faisait 17 km, donc c'était quand même un travail important. Des enjeux, des aspirations en regard de qu'est-ce qui est souhaitable par rapport à ce tronçon et les opportunités de projet. Vous voyez ici les membres de la table de travail qui, à l'époque, ont réfléchi collectivement d'une manière concertée à cette vision. Donc, vous voyez plus d'une vingtaine de partenaires, des représentants évidemment de la Ville de Montréal, des différents arrondissements limitrophes à ce tronçon-là, des représentants à l'échelle régionale, la communauté métropolitaine de Montréal, la conférence régionale des élus à l'époque de Montréal, et un certain nombre aussi d'autres intervenants privés, dont le Canadien national et le Canadien Pacifique. Ça a permis, en fait, de définir... Cette vision s'est déclinée, en fait, autour d'un territoire et d'un certain nombre, vous voyez, d'une certaine manière, les hotspots en termes d'enjeux, d'aménagement, qui ont été documentés et qui étaient finalement la documentation qui était fournie aux concepteurs.
Ces territoires d'enjeu, ce qui est important à retenir ici, c'est que plutôt que de travailler uniquement sur un tronçon autoroutier, une infrastructure autoroutière, on prend en compte, voyez, l'ensemble du territoire limitrophe. Donc, c'est de réfléchir à cette interface entre une infrastructure routière et son territoire. Monsieur, je vous accorde 2-3 minutes. C'est bon, j'arrive rapidement. Vous voyez la vision territoriale en 3 axes, un projet emblématique pour la métropole, une scénarisation des parcours d'expérience, une démarche concertée de développement urbain durable. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà des projets, donc il y a eu 3 lauréats et 10 mentions parmi les 62 propositions, et c'était mené aussi avec un projet de workshop mené par la chaire UNESCO en paysage et environnement. On est arrivé à 500 idées. Donc, c'est énorme et intéressant pour réalimenter une réflexion qui s'est déclinée en familles d'intervention, vous voyez, en 47 familles d'intervention. Qu'est-ce qu'on avait rapidement en termes de familles d'intervention? Bien, des solutions sur l'amélioration du transport en commun, l'aménagement ponctuel, pardon, là, je vois moins bien, des ponts aux structures de franchissement, les murs anti-bruit, l'aménagement de pistes multifonctionnelles. L'autre diapo, s'il vous plaît. Sur le traitement des eaux de ruissellement, sur l'intervention en couleur, l'éclairage, l'implantation de services publics et commerciaux. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ça a permis, ces 500 idées, c'est pour les 47 familles d'intervention. Au-delà des projets, c'est de dégager des critères et des principes d'aménagement. Donc, pour les 47 familles d'intervention, on a réalisé des fiches synthèse, notamment sur la végétalisation des emprises autoroutières, sur le traitement des eaux de ruissellement, sur l'installation de repères signalétiques aux entrées de quartier. Je pense que c'est important lorsqu'on traverse sur une infrastructure routière, on perd de vue le territoire qu'on traverse. Donc, d'aménager ces repères est un aspect important. Valoriser le patrimoine industriel. Et en conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que ce travail d'idéation en amont d'une réflexion de planification est important. Donc, quand on parle de design prospectif, c'est d'amener en fait cette réflexion plus en amont dans le processus, plutôt que d'attendre à la toute fin et d'arriver dans une solution où la planification suit de manière plus linéaire son processus et à la toute fin, on invite les concepteurs, les designers à réfléchir pour mettre en œuvre les éléments de planification. Donc, ça permet d'alimenter plus en amont cette question de la qualité, de l'harmonie, en fait, de ces infrastructures urbaines importantes en entrée de ville. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Pas du tout. Et j'en profitais parce qu'Élise est sortie dehors, alors vous pouviez continuer. Voilà, de la conception à l'appel d'offres, à toute la planification, on va probablement passer à la mise en œuvre d'un projet. C'est ce que Madame nous proposera. J'ai juste une seconde, Madame Saint-Jacques. Vous permettez, j'ai fait un affront au protocole de l'Office. Il y a les commissaires de la commission qui sont là. Je leur demanderai de se lever. J'ai Madame Francine Simard. Bonjour. Et j'ai Monsieur David Anna, que tout le monde connaît à Montréal, je pense. Alors, je ne commenterai pas davantage. Voilà. Merci, Madame Saint-Jacques. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler des entrées de ville, un peu comme Sylvain vient de faire, mais je vais y aller avec ma touche d'ingénieur. Donc, vous allez voir, c'est assez différent de ce que lui vient de vous présenter, de ce que Sylvain vous a présenté. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une entrée de ville? Alors, une entrée de ville, c'est un aménagement physique. Okay? Donc, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de visuel à l'entrée d'une ville, d'un village ou d'un quartier. Et cette entrée de ville fait la transition entre un milieu rural, périurbain ou autoroutier en milieu urbain. Donc, ce n'est pas un panneau de signalisation. Souvent, quand vous allez circuler sur la route, vous allez voir, si vous êtes attentif, il y a un panneau de signalisation qui va vous dire que vous devez rouler à 90 km/h. Ensuite, vous allez voir 70 km/h quand vous arrivez en milieu périurbain. Ensuite, 50 km/h, 40 ou 30 quand vous arrivez en milieu urbain. Plutôt que d'avoir ces panneaux-là, que les gens ne voient pas toujours et ne respectent pas toujours, on peut faire des entrées de ville de façon à forcer les conducteurs à faire
naturellement ce qu'on attend d'eux. Les entrées de ville indiquent aux conducteurs qu'ils franchissent une limite urbaine. C'est ça le but d'une entrée de ville, qu'il arrive en milieu bâti, qu'il doit modifier sa conduite de manière à ce que les activités quotidiennes de la rue principale se déroulent en toute tranquillité, sécurité, convivialité et harmonie, comme a dit Pierre tantôt. Donc, l'entrée de ville doit être une alerte visuelle pour tous les usagers de la route, afin d'assurer leur sécurité et leur cohabitation, peut servir de porte d'entrée et de modération de la circulation. Donc, une porte d'entrée, ça peut être une thématique qu'on peut mettre dans cette porte-là pour indiquer dans quelle zone on se situe. C'est le premier contact que les visiteurs ont avec la ville, le village ou le quartier. Donc, ce qu'on veut habituellement, c'est que les gens disent « wow » quand ils arrivent là. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire des entrées de ville en conséquence. Il existe différents types d'entrées de ville. Dans les quartiers historiques, on utilisait des portes. Donc, c'était vraiment des portes réelles qu'on utilisait à l'époque. Donc, ici, c'est dans le Vieux-Québec. Donc, quand on franchit la porte, on n'est pas du tout dans le même type d'environnement d'un côté et de l'autre de la porte. On peut aussi utiliser un carrefour giratoire. Ici, c'est à Villeneuve-les-Sablons, en France. Donc, on est dans une zone sur une départementale où on roulait à 90 km/h. On arrive en milieu bâti. Les façades des bâtiments sont presque directement dans l'emprise routière. Donc, si un enfant joue avec son ballon, bien, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, en mettant un mini-giratoire comme ça à l'entrée, les mini-giratoires ne sont pas arrivés encore au Québec, mais ils arriveront peut-être un jour, mais on peut toujours appliquer ça avec des plus gros giratoires chez nous. Donc, des îlots, des mini-giratoires comme ça, le conducteur, pour le franchir, n'aura pas le choix de limiter sa vitesse de circulation pour pouvoir tourner dans un espace aussi restreint. Il va sortir de là, il va être à 20-30 km/h. Il ne sera plus à 90 et c'est ça qu'on veut. Oups! Ça a sauté une diapo. Et voilà. On peut aussi s'en servir pour identifier le territoire. Donc ici, c'est à Narbonne, en France. Donc, c'est une amphore, une gigantesque amphore qui est dans le centre du giratoire. Et sur le centre, sur l'anneau du carrefour giratoire, c'est marqué Narbonne, berceau de la vigne française. Donc, on voit quelle est la spécificité du territoire dans lequel on se prépare à entrer. Ça saute vraiment à coup de deux. On peut aussi utiliser des bandes d'alerte transversales. Ici, c'est à Survilliers, en France. Donc, on a utilisé des enrobés grenus. Donc, on a fait des bandes de couleurs et qui ne sont pas juste de couleurs, sont aussi texturées. Donc, c'est un enrobé grenu qui est posé par-dessus l'enrobé régulier. Donc, le conducteur passe sur cet enrobé. C'est visuel, c'est sonore, parce que comme c'est grenu, le véhicule va vibrer. Donc, inconfortable pour lui. Automatiquement, il va lever le pied. Et en plus, c'est visuel. Donc, c'est rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Et sur les trottoirs, de part et d'autre, ils ont mis les couleurs inversées, de façon vraiment à sensibiliser le conducteur que là, il va arriver en milieu bâti. C'est bon parce que c'est tellement inconfortable pour le conducteur que c'est sûr que lui aussi, il va descendre sa vitesse à peu près à 20 km/h, beaucoup plus efficace qu'un panneau en bordure de route. Le problème, c'est que c'est bruyant pour les résidents, donc peut-être que ce serait mieux de les mettre un petit peu plus avant d'arriver directement au milieu bâti. Un autre type d'entrée de ville, il a encore sauté par deux. Donc, ici, on peut utiliser un décalage latéral ou un resserrement de la chaussée. Donc, à gauche, c'est à Villeneuve-les-Sablons. C'est une chicane qui est utilisée exactement comme on a dans les circuits de F1. Donc, les conducteurs n'ont pas le choix de réduire encore une fois leur vitesse de beaucoup et ensuite, ils arrivent en milieu bâti. Donc, ils vont encore une fois passer d'autour de 90 km/h à 20 km/h. Donc, vitesse très réduite. S'il y a des enfants dans ce secteur-là, ils sont protégés. À droite, c'est quelque chose que moi, je privilégierais parce que je trouve ça vraiment assez intéressant comme aménagement physique. Il s'agit de saillies, c'est à Barcarès, dans le sud de la France. Ce sont des saillies. Donc, à droite, vous voyez à l'extrême droite, vous voyez qu'il y a une saillie qui pousse le véhicule à s'en aller vers la gauche parce qu'on arrive près du milieu bâti.
Mais face à lui, à la sortie du village, il y a une saillie aussi, encerclée en rouge, qui incite les conducteurs à être projetés aux autres aussi dans la voie inverse. Donc, risque de face à face. Donc, c'est sûr qu'encore une fois, les deux véhicules vont être obligés de réduire leur vitesse à 20-30 km/h plutôt que de rouler encore à 70-90. Ça n'a pas sauté à coup de deux, merveilleux. Ici, c'est Tamou, toujours en France, rétrécissement de la chaussée. Donc, c'est des emprises larges. Encore une fois, les façades directement sur les trottoirs. Donc, pas très rassurant quand on a de jeunes enfants. Alors, ils ont utilisé des enrobés colorés, donc pas d'entretien, c'est vraiment là en permanence, c'est pas de la peinture, des enrobés colorés. Ils ont fait un terre-plein central large, ils ont fait des accotements qui peuvent servir pour du stationnement, mais vraiment, ils ont réduit de beaucoup l'emprise roulable, ce qui fait que les voies sont plus étroites, attirent moins la vitesse, et surtout, c'est tellement esthétique et beau que naturellement, on lève le pied quand on arrive là. Et voilà, j'en ai sauté 3 ce fois-ci. Et j'étais bien rendue à celle-ci. Oui, mais quand vous les faites 2 en même temps, là, ouais, vous gagnez du temps, madame, c'est extraordinaire. Ah, c'est bon. On peut aussi utiliser des végétaux ou des éléments architecturaux. Donc, c'est pour faire prendre conscience visuellement au conducteur qu'il change de milieu. Donc, à gauche, c'est l'entrée de l'île des Sœurs. Donc, avant d'avoir le gros giratoire de milieu humide, ils ont fait un aménagement paysager qui indique qu'on arrive à l'île des Sœurs. L'île des Sœurs, c'est tout de suite à la sortie de 2 autoroutes. Donc, les véhicules arrivent là avec une vitesse assez importante. Donc, on leur montre que là, regarde, tu arrives en milieu bâti, c'est 30 km/h, tu dois changer ta vitesse. Même chose pour le boulevard Robert Bourassa. Ils avaient mis des éléments architecturaux au centre avant. Donc, c'était l'autoroute Bonaventure qui finissait là, au niveau de la rue Notre-Dame. Et ensuite, c'était un boulevard plus urbain en plein centre-ville de Montréal. On peut servir d'éclairage aussi. Donc, quand on arrive de la rive sud, les ponts de Montréal sont magnifiques et ils sont éclairés. Donc, on les voit de loin avant d'arriver. Donc, les ponts peuvent aussi servir d'entrée de ville. Ils sont éclairés. Donc, le pont Jacques-Cartier est magnifique. On le voit de loin avant de l'emprunter. Le pont Samuel de Champlain aussi sera éclairé. Donc, j'ai la chance de vivre pas loin et de pouvoir voir qu'ils font des tests d'éclairage. Donc, lui aussi, il sera éclairé. Architecture très impressionnante aussi. Et quand on est sur ces ponts, même chose pour le pont Victoria, la vue du centre-ville, la vue du fleuve, la vue de la Cité du Havre, la vue du port de Montréal, tout ça, c'est tellement magnifique que ça fait partie de l'entrée de ville. C'est ça qu'il faut vraiment montrer aux utilisateurs du réseau. On essaye d'avancer. Et voilà. On peut se servir aussi d'aménagement de boulevards urbains pour faire des entrées de ville. Alors ça ici, c'est à Ottawa, quand on franchit le pont Alexandra à partir de Gatineau. Ce qui est intéressant de constater, c'est que chaque utilisateur du réseau a sa place. Donc, les véhicules routiers, une bordure de granit, les cyclistes, une bordure de granit plus haut, les piétons. Donc, 3 niveaux pour 3 types d'utilisateurs différents. Aucun conflit possible entre ces 3 usagers de la route. Aménagement de boulevard urbain à Québec, le boulevard René-Lévesque, l'ancien boulevard Saint-Cyril qui était à 2 niveaux à gauche, avec les piétons qui circulaient entre 2 voies assez rapides en plein milieu. Ce n'était pas très inspirant. J'ai eu la chance d'être impliquée sur ce projet et de travailler sur ce projet avec les architectes. Donc, quand il a été réaménagé en boulevard urbain, en rouge encerclé, l'édifice Price. Donc, l'édifice Price a été mis en valeur. Donc, vraiment, ça a été remis avec beaucoup de végétation et de la place pour chacun des utilisateurs du réseau. Donc, vous avez les véhicules motorisés, vous avez le transport en commun, vous avez les cyclistes, vous avez les piétons. Cyclistes, piétons doivent toujours être séparés, ne doivent pas utiliser les mêmes corridors. À Granby, ils sont après réaménagés. Ils ont gardé leur thème qui est le zoo. Donc, les gens connaissent que Granby, c'est le zoo de Granby. Ils ont fait appel à des firmes d'architectes pour faire des concours. Et la rue principale sera réaménagée. Il y aura 5 intersections qui seront réaménagées sur la thématique du zoo de Granby. Donc, aux intersections, dans le pavé, ils vont aller chercher
le pelage et la peau des animaux. Donc, pour vraiment rappeler la thématique, pour faire 2 voies cyclables, ils ont enlevé le stationnement, mais ils vont rajouter un système d'information, de signalisation qui va montrer qu'il y a des espaces disponibles à l'arrière et ces espaces de stationnement sur rue à l'arrière seront gratuits. Donc, c'est une compensation qu'ils font pour vraiment redorer leur rue principale. J'arrive à Nîmes, le boulevard Jean Jaurès. Vous allez voir qu'il ressemble beaucoup à notre boulevard Robert Bourassa. Donc, le boulevard Jean Jaurès à Nîmes a été refait complètement il y a à peu près 5-6 ans. Le boulevard, c'était vraiment l'équivalent de notre autoroute Bonaventure, boulevard Robert Bourassa. C'était des voies très, 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 très larges. Pas tellement de place pour des piétons, juste de la place pour des îlots de chaleur et beaucoup de véhicules. Ils ont enlevé tous les stationnements sur rue. Ils ont fait un espace central très, très fort. Donc, cet espace est pour les piétons et les cyclistes. Et les véhicules ont été tassés de part et d'autre. Donc, 2 voies de circulation, 2 ou 3 voies maximum de part et d'autre du terre-plein central. Sous la place pour les piétons et les cyclistes, les stationnements. Donc, les stationnements sont en souterrain. Et j'arrive au boulevard Robert Bourassa à Montréal. Donc, on a le premier cercle rouge le plus loin, c'est les éléments architecturaux que je vous montrais tantôt au niveau de la rue Notre-Dame. Récemment, on a descendu l'autoroute Bonaventure pour créer un boulevard urbain beaucoup plus éloigné du centre-ville, une nouvelle œuvre d'art, un terre-plein central aménagé comme le boulevard Jean Jaurès, si vous voulez, mais on a encore 5 voies de circulation par direction et pas de place pour les cyclistes. Je déteste être impoli, Mme Saint-Jacques. Pardon? Je déteste être impoli. Conclusion. Bien, je suis rendue là. Oui, vous êtes bonne. Donc, l'entrée de ville permet de mettre en valeur des perspectives visuelles ou des attributs paysagers locaux, en plus de marquer une transition de milieu. Les entrées de ville de Montréal, depuis la rive sud, donc les ponts Champlain, Victoria, Jacques-Cartier, doivent mettre en valeur la beauté de Montréal, donc le Mont-Royal, le fleuve, les édifices du centre-ville, la Cité du Havre, le Vieux-Port. Et cela doit continuer une fois qu'on a franchi les ponts. Actuellement, ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut rajouter ces tronçons-là pour qu'on se rende directement au centre-ville. Il y a de quoi faire des belles choses. Chaque usager du réseau routier doit y trouver sa place. On devrait s'inspirer de Rotterdam, on devrait s'inspirer de la promenade Champlain à Québec, on devrait s'inspirer de Toronto, où on a donné de l'espace pour les piétons et pour les cyclistes le long du fleuve. Donc, on devrait tasser l'autoroute Bonaventure et créer un passage. Il y a une piste cyclable, il y a une piste piétonne sur le pont Samuel de Champlain. On devrait faire en sorte que ceux-ci puissent continuer le long du fleuve, le long de l'autoroute Bonaventure et se rendre directement dans l'axe de Robert Bourassa. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Lala. Je trouve que c'est un excellent point de départ. Merci, madame, pour continuer la discussion parce que votre conclusion ratisse large dans les faits. Écoutez, il nous reste exactement 47 minutes. En théorie, on est censé laisser une quarantaine de minutes aux gens de la salle. Alors, le défi que je vous soulevais tantôt vient d'être réduit à 5 minutes. Parce que je pense que la salle mérite peut-être d'intervenir davantage que de continuer la réflexion qui était complète dans les 2 cas. J'ai juste 2 remarques à faire, peut-être pour susciter ces 5 minutes-là, si vous le souhaitez. Quand on entend parler, on a peu d'exemples et peu de références, effectivement, sur le territoire de Montréal, d'entrée de ville et de parcours d'entrée de ville. Et on rappelle toujours Bonaventure, qui est quand même relativement récent. Il y a l'entrée du pont Jacques-Cartier qui a été un peu aménagée au sol, mais beaucoup plus éclairée sur le pont lui-même. Bref, on est en déficit d'information, on est en déficit de référence, comme on dit chez les urbanistes là-dessus. Vous avez bien fait, mais je commence à être... bon, c'est toujours un peu frustrant de regarder les exemples européens ou ailleurs en Amérique du Nord, en sachant que notre bagage n'est pas très, très grand. Le deuxième questionnement que j'ai... Donc, comment construire les références et comment en faire plusieurs ici à Montréal, ça sera une question à poser, mais... l'autre question, c'est l'usager et l'usage. 80% du temps, quand on réfléchit aux entrées de ville, on réfléchit en termes de mobilité. C'est d'abord et avant tout pour la mobilité, soit piétonne, soit cycliste, soit automobile, ce n'est pas restrictif. Mais le boulevard Champlain avait eu la grande qualité. J'adore celui
Robert Bourassa à Québec et celui de Champlain. Mais Champlain permet d'autres usages aussi. Il permet des usages ludiques, récréatifs. Ce n'est pas juste un parcours comme un parcours. Et cette préoccupation-là d'usage d'un parcours d'entrée de ville, ça me préoccupe. Ça devrait peut-être être multifonctionnel. C'est peut-être une préoccupation, une lubie personnelle, mais je vous l'envoie à vous pour les 7-8 prochaines minutes. Je peux peut-être commencer. J'ai été impliquée aussi dans la promenade de Samuel de Champlain. C'est que j'avais fait un projet, moi, il y a à peu près à mon arrivée à l'université, donc ça doit faire... quelques années. Oui, je dirais que c'est entre 15 et 20 ans qu'on avait déposé ce projet-là. C'est d'instaurer des traverses piétonnes de type Barnes Dance. Donc, les traverses piétonnes, je vais me lever parce que c'est inconfortable ici, finalement. Oh, ouais. Donc, les traverses, je suis professeur, là, je suis habituée d'être debout. Donc, les traverses piétonnes de type Barnes Dance, c'est un système qui a été mis en place par un monsieur Barnes, qui était alors à New York, à Chicago. Il s'occupait de ces villes-là. Et c'est pour permettre aux piétons la traversée des carrefours en diagonale. Pendant que les piétons traversent, tous les autres véhicules sont immobilisés. Son système a été retenu et a été instauré un peu partout dans le monde. Donc, si vous allez faire des tours en Australie, Nouvelle-Zélande, et si vous faites toute la côte ouest américaine, vous allez voir, il y en a. Donc, traverse de type Barnes Dance. Quand ils ont réaménagé la promenade Samuel de Champlain, nous, on avait fait une étude ici avec un étudiant de maîtrise. On avait vérifié si on pouvait appliquer ça au carrefour Peel-Sainte-Catherine à Montréal. Savez-vous combien il y a de piétons qui traversent à l'heure au carrefour Peel-Sainte-Catherine à Montréal? À l'heure du midi. Entre midi et 1 heure. Combien il y a de piétons? Il y a à l'époque, il y avait 9000 piétons. Donc, il y en a peut-être encore plus aujourd'hui. Essayez-vous, dans votre véhicule, de tourner à gauche ou de tourner à droite. À peu près impossible. Donc, on avait fait une simulation pour voir si on appliquait un système de traverse piéton, Barnes Dance, à Montréal, à ce carrefour-là. Ça donnait des résultats géniaux et on sécurisait nos piétons. Parce que pendant que les piétons traversent, et en traversée en diagonale, ils prennent beaucoup moins de temps que s'ils ont à traverser comme ça et ensuite comme ça. Donc, si ça prend 22 secondes comme ça et 26 comme ça prend 28 en diagonale. Donc, on vient d'enlever du temps qui est requis aux piétons qu'on enlève aux autos et on donne ce temps aux autos. Donc, le niveau de service est amélioré pour les véhicules routiers et les piétons sont entièrement protégés quand ils traversent et ça va plus vite pour eux. Montréal, il fait froid. Traverser en diagonale, au lieu de faire 22 plus 26, donc 48 secondes, 28 secondes pour traverser, 20 secondes plus vite, ils sont rendus de l'autre côté. C'est merveilleux. Donc, ce projet-là n'avait pas été retenu. Mais par contre, il a été publié beaucoup. Et quand ils ont fait la promenade Samuel de Champlain, ils m'ont appelé pour savoir s'ils pouvaient l'appliquer là, et ils l'ont appliqué. Donc, il y a une traverse entre le stationnement et les observatoires, où justement, c'est le principe des traverses de piétons de type Barnes Dance qui ont été installées là. Et ils ont été installés récemment aussi, ici, près du Palais des Congrès, là, le Centre international de Montréal. Il y en a une là. Donc, voilà, les systèmes de traverse Barnes Dance, c'est une façon aussi de protéger nos piétons. Quand les piétons traversent, toutes les approches doivent être au rouge. Donc, il n'y a pas un véhicule qui bouge. C'est quelque chose qu'on devrait appliquer de plus en plus en milieu bâti. En m'en venant entre l'ETS et ici tantôt, j'avais l'impression d'être à Paris. J'étais à Paris récemment. Il y avait tellement de piétons partout. Avec les trottinettes, ça devient vraiment dangereux. On n'a plus le temps de surveiller les autos. Donc, ça s'en venait à peu près comme ça ce matin entre l'ETS et ici. Puis je me dis, bien, peut-être qu'on pourrait commencer à penser de mettre des traverses Barnes Dance ici aussi, un peu partout, pour que les véhicules soient tous au rouge quand nous, comme piétons, on traverse. Voilà. Merci, madame. Monsieur? J'aimerais rebondir sur le premier questionnement, sur le manque de référence ici à Montréal en particulier. Peut-être un élément d'explication, c'est que quand on parle d'entrée de ville, il y a un défi important, c'est de décloisonner en fait les lieux de décision. C'est-à-dire que souvent, la route appartient, dans les cas qu'on a présentés, appartient au ministère des Transports, alors que le territoire adjacent appartient aux villes. Donc déjà, il y a un travail de dialogue à construire qui n'est pas toujours évident. Et donc, il y a des solutions, je dirais, d'aménagement, des solutions techniques sur le plan du génie qui sont possibles, qui sont potentielles,
mais il y a aussi un autre niveau de solution qui vient plus de l'ordre du politique. Exact. Donc, je pense que c'est le grand défi de l'aménagement, c'est de chercher à désectorialiser aussi ces grands enjeux qui, effectivement, touchent à la fois la vitalité d'un territoire et l'expérience de traversée d'une voie routière ou une voie de transport collective ou de transport, d'autres moyens de transport plus doux. Donc, je pense que l'exemple du concours a permis, qu'on a réalisé, a permis de fédérer, je dirais, une forme de concertation autour d'une table de travail. Je pense que c'est un exemple peut-être inspirant pour d'autres projets d'entrée de ville à Montréal. Mais ceci dit, je pense que sur le plan des compétences et du talent, on a tout à Montréal pour construire nos références avec les talents qui ont dans les différents services de la Ville de Montréal. Je suis à ce point d'accord avec vous. J'avais en tête un vieux projet qui est Jacques-Cartier, le pont Jacques-Cartier. Quand on a aménagé le parc sur Montréal, donc, à la sortie du pont Jacques-Cartier, il y a eu un long débat. Est-ce que c'est juste un aménagement de parc pour mettre en perspective notamment l'église qui est en face, qui est magnifique, puis le parc en soi est magnifique, ou si on en profite aussi pour y ajouter d'autres fonctions. Je me souviens, on se rappellera, pour ceux qui ont plus de 30 ans, du regretté Luc Laporte, qui était un architecte super intéressant, qui avait monté un concept d'habitation le long de l'artère, et c'était fort intéressant. Mais le choix politique n'est jamais venu. Et c'est comme si le projet était reporté. Fait que l'entrée de ville Jacques-Cartier, pour moi, est inachevé parce qu'il manque un bout qui n'est pas nécessairement celui de la porte, mais il manque quelque chose. Il est comme en attente d'une finalisation. Et ça, c'est un projet donc inachevé. C'est juste ça que je veux dire. Oui. Je pourrais peut-être ajouter qu'avant d'être professeur à l'ETS, j'ai travaillé comme directeur de projet pour SNC-Lavalin. Et j'ai eu la chance d'être en charge du bureau de Québec pendant une quinzaine d'années. Donc, à l'époque, c'était Lucien Lallier qui était maire de Québec. Et comme ingénieur, quand on est arrivé Jean-Paul. Pardon? Jean-Paul. Jean-Paul Lallier. Comment je l'ai appelé? Lucien Lallier. Ça, c'est ma déformation de Montréal avec la station de métro. C'est correct, ça. On va se rappeler de l'Expo 67. Donc, avec le maire Lallier, comme ça, c'est mieux comme ça. Oui, oui. Et je me souviens que, comme ingénieur, il m'avait dit, bien là, ce qu'il faut que vous reteniez, Michel, c'est qu'ici, vous n'êtes plus ingénieur, vous êtes avocate. Parce que vous allez devoir défendre les intérêts au niveau ingénierie, mais vous ne travaillerez pas toute seule. Vous allez être avec un architecte de paysage, un architecte, un historien et un urbaniste. Parce que lui, il nous forçait à travailler en équipe. Donc, je crois que toutes les villes devraient prendre exemple là-dessus parce que, justement, on respecte le patrimoine quand il y a un historien dans le projet. Et c'est pour ça que quand on va à Québec, on se dit « Oh, wow, comment ils ont fait pour tout protéger ça? » Et là, vous parlez des bâtiments, les bâtiments, bien, il n'y a pas eu de suite, probablement parce que ce n'est pas la formule de Québec qui avait été mise en place déjà dans les années 90. Donc, c'est ce qui fait que les projets de Québec sont plus finis. Puis l'ingénieur, bien, il doit effectivement jouer un rôle d'avocat pour dire, bien là, écoutez, il faut qu'il y ait de la place pour les autos, il faut qu'il y ait de la place pour les piétons, pas juste des arbres. Puis non, le cycliste ne se promènera pas entre les arbres. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on doit jouer notre rôle d'avocat. Mais si vous saviez comme ça fait des beaux projets, comme l'ingénieur sort grandi, je suis directeur du programme de maîtrise en génie, gestion des infrastructures urbaines. Et c'est une maîtrise qui attire comme clientèle un tiers d'architectes, un tiers d'urbanistes et un tiers d'ingénieurs. Donc, on les force à travailler en collégialité. Dans les équipes, il doit y avoir un représentant de chacune des promotions, des professions, je devrais dire. Et ça va faire en sorte qu'on va avoir des cohortes de professionnels qui vont être habitués de travailler ensemble et non plus en silo, chacun de leur côté. Donc, on devrait avoir des projets qui vont avoir plus d'allure dans les années à venir. Mais je suis tellement inquiet s'il y a des professionnels de la ville que je me fasse gronder et réprimander. Probablement qu'ils ont travaillé de façon multidisciplinaire aussi à l'époque. Mais dans le secteur mais de ils Montréal, réagiront. Voilà. C'est vraiment la ville de Longueuil qui est pionnière dans ce domaine-là. Mais Montréal le fait de plus en plus. Mais écoutez, hommage à Jean-Paul Lallier et non à Lucien. C'est hautement mérité. Mot de la fin sur le supposé défi qu'on avait? Bien, je dois souligner, en fait, l'importance d'avoir une ingénieure qui travaille justement en équipe, parce que je pense que le défi, c'est de sortir des secteurs d'activité traditionnels, de sortir l'urbanisme de son service d'urbanisme et de travailler avec l'ingénieur
avec l'aménagiste, l'architecte paysagiste. Donc moi, je pense que le défi, c'est au niveau aussi d'une nouvelle construction de travail en équipe pour arriver à des solutions intéressantes. Combien il y a d'architectes dans la salle? OK. Combien il y a d'ingénieurs dans la salle? Qui pratiquent encore? Combien il y a d'urbanistes dans la salle en formation? OK. Parfait. Alors, dans le tour de parole, parce que c'est ça que je voulais introduire, on va faire un tour de parole selon les genres, d'abord, c'est-à-dire hommes, femmes, et si vous voulez vous identifier, comme le disait tantôt Dominique, si vous voulez vous identifier selon votre genre, s'il est différent d'hommes et femmes, à votre choix, donc on aura une sélection de 3, mais on tient à respecter la parité entre chacun des genres. Et je vais peut-être tenter de faire une parité selon la diversité professionnelle. Alors, vous allez vous présenter au micro. Ben, j'ai demandé, y a-t-il des observateurs? J'ai oublié de demander ça. Non, tout le monde travaille, c'est bon. Donc, vous vous présentez au micro. Vous vous présentez, il y a 2 micros. On ne divisera pas selon les sexes, c'est un peu farfelu. Donc, je vais voir est-ce qu'il y a un ordre de galanterie qui s'impose. Et je vous demande de vous identifier. Et on a l'habitude de dire à l'office, tout ce que vous dites est enregistré. C'est pour les fins didactiques de la consultation. Donc, vous dites n'importe quoi et on va garder ça en mémoire pour le bien. C'est ce que je fais tout le temps, dit Dominique en arrière. Merci. On a aussi la présence de notre invité à l'arrière. Donc, je me permets de penser qu'on peut aussi l'interpeller. J'invite peut-être même les panélistes, s'il le faut, à le faire. Ça va? S'il n'y a personne qui se présente au micro, je vais parler pendant 40 minutes. C'est pénible. C'est parfait. Monsieur. Jean-François Pronovo, Vélo Québec. Merci beaucoup pour vos présentations. Merci, Mme Saint-Jacques. Vous êtes vraiment une ingénieure de la nouvelle vague. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que vous savez qu'il y a toujours une connotation un peu péjorative. Hein? Vous savez ça, pas besoin de vous dire ça. C'est enregistré, Jean-François. Pas de problème. Je ne dis pas que tous les ingénieurs ne sont pas bons. Non, ça va, Jean-François. Alors, dans le cas qui nous intéresse ici, effectivement, se rendre ici ce matin, soit à pied, soit en vélo, ça relève du défi, du sport extrême. Et ce qui est extrêmement dommage, et puis ça va devoir être considéré au premier plan, mais on a eu un méga chantier au cours des dernières années pour établir une entrée de ville à partir de l'abaissement de l'autoroute Bonaventure. Mais finalement, pour reprendre la bonne expression, on s'est retrouvé avec 4,30 sous pour une pièce, finalement. Parce que ce design-là a été fait pour absorber le flot automobile qui arrive dans la ville, à cet endroit-là. Oui, les trottoirs ont été élargis et tout ça, mais dans un environnement où on se retrouve avec presque, selon les endroits, 9 voies de circulation, 8-9 voies de circulation. Malgré les appels répétés à intégrer une infrastructure de mobilité durable comme un aménagement cyclable ou un sentier polyvalent, parce qu'on savait que le pont Champlain, évidemment, était en construction. Donc, il y a tout un corridor qui va devoir être pensé. Alors, je pense que ça va être très important de revoir toute cette approche-là. Parce que moi, j'avoue, j'ai appris là, ce matin, l'entrée de ville, moi, je ne pensais pas que c'était un concept d'abord routier. D'ailleurs, je me posais la question pourquoi il faut concevoir une entrée de ville en fonction de la circulation automobile. Là, donc, mais heureusement, il y a plusieurs exemples dans le monde où les entrées de ville sont maintenant reconfigurées pour tenir compte de l'ensemble des usagers. Et puis, j'espère, en tout cas, nous, c'est ce qu'on va faire valoir dans nos représentations pour que, justement, que tout ce qui a été fait soit revu pour probablement diminuer les volumes de circulation automobile qui arrivent au centre-ville parce qu'on va suffoquer sous l'emprise de l'auto. Merci.
Monsieur Pronovo vient de marquer l'esprit. Il a à la fois fourni des opinions. D'abord et avant tout, il n'y avait pas de questions, mais tout est permis. C'est ce que je voulais faire. Je peux rajouter quelque chose, par exemple? Oui. Je trouve super important que les piétons et les cyclistes qui vont arriver du pont Champlain puissent continuer le long de l'autoroute Bonaventure, directement sur le bord du fleuve, comme ça a été fait à Québec, comme ça a été fait à Rotterdam, comme ça a été fait à Toronto. Là, on veut, enfin, ce que j'ai entendu, je n'ai pas vu les plans, mais qu'on veut les envoyer vers le boulevard Gaétan-Laberge. Les piétons, ils ne veulent pas faire plus de kilomètres. Les cyclistes non plus. Ils veulent le chemin le plus court. C'est 4 kilomètres si on veut continuer directement, puis ils se rendent au niveau du boulevard Robert-Bourassa. Le plus beau, c'est d'être sur le bord du fleuve. Les piétons, les cyclistes, surtout les piétons, ne veulent pas être en zone isolée où personne ne les voit. Donc, ils veulent être vus, ils veulent le chemin le plus court et non pas le chemin qui est peut-être le plus facile pour les concepteurs. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que les cyclistes, les piétons puissent être là où c'est beau et c'est sur le bord du fleuve. Il y a moyen. On a gardé tellement de voies. On a gardé 5 voies de circulation, 4 voies de circulation. Il y a moyen de retrancher une de ces voies-là sur Robert-Bourassa, même sur l'autoroute Bonaventure. Il y a moyen de retrancher un peu pour donner de la place aux vélos et aux piétons sur le bord de l'autoroute Bonaventure. Les camions nécessitent des voies de circulation très larges. On a juste peut-être à les interdire sur une certaine période de la journée. Puis à ce moment-là, on peut peut-être mettre nos voies de circulation plus étroites. Puis les cyclistes et les piétons auraient leur place. Et je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un corridor entre le pont Samuel de Champlain et Robert-Bourassa sur le bord du fleuve directement. Pas de l'autre côté, pas du côté du technoparc, vraiment du côté du fleuve. Oui, revenir peut-être sur le concept d'entrée de ville. Effectivement, c'est un concept qui est né autour des années 60 à partir d'une vision autoroutière, mais de plus en plus, quand on pense à des concepts d'entrée de ville plus récents, on intègre effectivement d'autres modes de déplacement, le vélo, la marche à pied. Donc, dans les projets plus récents, on peut trouver une inspiration. Pour revenir sur le cas plus spécifique du boulevard urbain ici à Montréal, c'est sûr qu'il y a des solutions d'aménagement, mais il y a aussi des solutions d'offres de transport alternatifs qui ne sont pas toujours existantes actuellement. Donc, c'est sûr que le transport collectif, à partir du moment où il peut récupérer un certain nombre de déplacements, ça peut limiter le nombre de voitures, parce qu'effectivement, c'est un boulevard urbain qui est très, très congestionné à l'heure actuelle. Et ça, c'est des solutions qui vont être discutées, je pense, cet après-midi. Les commissaires ont aussi le droit de poser des questions, hein, je le rappelle. Et... Juste avant, j'en ai une. Est-ce que vous... Oui. Mais je peux attendre. Vous allez patienter quelques secondes. Je le prends par droit, par temps d'arrivée, donc c'est madame ici. Nom, sexe, numéro d'assurance sociale et profession. Je pense que ça commence par sexe féminin. Je vous remercie de me permettre de dépasser dans la zone file. Donc, Maude Landreville, je suis à la direction de santé publique de Montréal, formation en urbanisme. Et je suis contente d'entendre vos propos, Mme Saint-Jacques, en ce qui concerne la place qui devrait être laissée aux usagers cyclistes, piétons, etc., autres transports alternatifs. On a beaucoup parlé d'entrée de ville dans une vision plus corridor, marquer le passage, mais j'aimerais vous entendre sur l'idée de nœud, d'un passage obligé dû au fleuve. Le pont, déjà, on marque un passage obligé, mais je pense que l'entrée de ville pourrait aussi être vue comme un pôle d'intermodalité, donc où on change d'un mode à l'autre. Puis dans cette vision-là, est-ce que vous avez peut-être des exemples d'ailleurs ou le réfléchir en ce sens? Je peux juste vous dire qu'entre l'île des Sœurs et le centre-ville, c'est 4 km. Déjà, si vous permettez que les piétons fassent cette route-là sur le bord du fleuve pour se rendre au centre-ville, et les cyclistes, déjà, je suis certaine qu'il va y avoir beaucoup moins de voitures qui vont sortir de l'île des Sœurs. Même chose si vous prenez le pont Samuel de Champlain en vélo ou à pied. Bien, à pied, ça commence à être une bonne route, mais si vous le faites en vélo, vous allez pouvoir vous rendre. Je pense à Porto. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont déjà allés à Porto. Mais Porto, c'est à peu près ça qu'on a à faire. Il y a un super pont, c'est un des plus hauts au monde et un qui fait le plus peur à traverser. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est à peu près ça qu'on a à marcher pour aller le voir, 4-5 km, et les gens le font et ça passe très bien. Donc, les touristes pourraient le faire plutôt que de le faire en auto. Donc, oui, on enlèverait des voitures si on permettait un corridor piéton
et cyclistes à partir de la sortie du pont Samuel de Ça, Champlain. ça pose donc au-delà de la question d'une place allouée, de quelle place est allouée à chacun pour que chaque mode soit aussi compétitif, en fait, efficace. Au-delà, être joli, mais être aussi efficace, absolument. Il faut de l'espace. Ça me permet, parce que c'était quelqu'un de la DSP, la meilleure pensée, une des meilleures contributions pensée globale en matière d'aménagement, parce qu'on parlait de multidisciplinarité tantôt, les gens de la direction de la santé publique font un job magnifique d'information sur l'aménagement du territoire depuis plusieurs années. Et ils ont une pensée globale. Il faudrait penser dans la multidisciplinarité à inviter systématiquement des gens de la direction de la santé publique. Quand on est sur le territoire de Montréal, ils ont développé une pensée globale fort intéressante. C'était un commentaire éditorial. Monsieur? Oui, bonjour, Cédric Lorioso-Dorèche. Je travaille pour l'organisateur communautaire pour la table Action Gardien, la coopération développement communautaire de Pointe-Saint-Charles. Je suis géographe de formation. Donc, il ne faut pas nous oublier, nous autres aussi. On est professionnels d'aménagement du territoire également. Ma question, c'était beaucoup inspirant ce que vous disiez, M. Paquette, sur la réflexion de la concertation entre les acteurs pour réfléchir les infrastructures de transport et le milieu environnement autour de l'autoroute 20. Je ne sais pas si vous étiez au courant actuellement, mais il y a un appel d'offres qui est en cours par la Société des ponts Jean-Cartier-Champlain pour réaménager l'autoroute Bonaventure avant même que les consultations de CPM sont en train d'avoir lieu et être terminées et réfléchir à toutes les réflexions qu'ils puissent avoir au niveau des professionnels, au niveau des mémoires qui seront déposées. Et la Société des ponts est en train de réfléchir uniquement à son emprise de l'autoroute Bonaventure pour la réaménager et non à l'ensemble du secteur du parc d'entreprise de Pointe-Saint-Charles pour essayer de vraiment réfléchir à une meilleure entrée de ville en concertation avec la Ville de Montréal et d'autres acteurs qui se situent dans ce secteur-là. Donc, pour moi, ça semble un peu problématique quand on le nomme de cette façon-là. Puis, je voulais voir, peut-être auprès de vous et Mme Saint-Jacques, comment vous favorisez un meilleur dialogue, là, ou quel conseil vous donneriez pour favoriser un meilleur dialogue entre les acteurs, pour favoriser un réaménagement des infrastructures de transport selon une meilleure vision d'ensemble dans ce secteur-là? Donc, c'est un peu ça que j'aimerais vous questionner. Je voudrais juste rajouter, parce que vous venez d'aller chercher le point de la personne précédente. Oui. Je veux juste dire qu'actuellement, il y a plusieurs voies qui ont été réservées sur Robert Bourassa. Comment on peut faire pour donner de la place aux piétons et aux cyclistes? C'est en retranchant une voie. Avec la venue du REM en 2021, bien, on n'aura plus besoin d'une voie réservée aux autobus. Donnons cette voie-là aux cyclistes et aux piétons. C'est pas compliqué. Bien, c'est le plan actuellement de la Société des ponts. C'est de retrancher 5-10 mètres de bande tampon du fleuve pour avoir un meilleur réaménagement. Sauf que, bon, je ne sais pas si moi, en tant que cycliste piéton, ça m'intéresse un peu moins de rouler à côté d'un boulevard urbain qui n'est pas nécessairement limité à 50 km/h, ce qui est le plan actuellement. Oh, mais il y a moyen de protéger avec des aménagements physiques. Sylvain, tu peux compléter? Puis la vision d'ensemble, surtout avec le reste du site. Vas-y, Sylvain. Non, mais je pense que une des solutions, en fait, ce serait de suggérer à la Société des ponts de se lancer dans un processus d'élaboration de vision, mais d'une vision concertée avec une table de travail qui représente les différents acteurs du territoire et qui inclut les différents représentants des regroupements citoyens. Et je pense que la consultation publique devrait être faite en amont, mais aussi tout au long de ce processus-là pour valider l'ensemble des étapes du diagnostic et de l'élaboration de la vision pour que ces aspirations puissent être validées par les principaux acteurs du territoire. Vous permettez, madame, que je vous fasse patienter encore quelques secondes? J'aimerais ça entendre la commissaire. C'est à moi? C'est bon? C'est à vous, madame Simard. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Oui. Alors, je m'appelle Francine Simard, je suis commissaire dans le cadre de cette consultation. Lorsqu'on pense au secteur Bridge-Bonaventure et aux entrées de ville, on pense le plus souvent au pont Samuel de Champlain et à tout ce qui nous amène l'autoroute Bonaventure qui deviendra un boulevard urbain. Est-ce qu'on peut penser que le fleuve est aussi une entrée de ville? Parce qu'on pense bien sûr au port de Montréal qui fait partie évidemment du secteur Bridge-Bonaventure, on pense au quai Bickerbide. Alors, comment on peut penser à concevoir une entrée de ville à partir du fleuve? La question est posée à tout le monde. Monsieur, mesdames? Écoutez, c'est une grande question, mais effectivement, de plus en plus, il y a du déplacement sur le fleuve et je dirais c'est une représentation paysagère qui est très peu connue des Montréalais parce qu'on a toujours une vision comme insulaire. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de penser à des transports alternatifs
sur le fleuve. Et à l'intérieur du concours, il y avait des solutions qui avaient été proposées entre la Chine et le centre-ville de Montréal et le Vieux-Port. Donc, il y a déjà des infrastructures qui permettraient ce type de déplacement-là et de réfléchir comment on peut dépasser peut-être le déplacement récréo-touristique et de faire en sorte que ça devienne une solution intéressante pour de la navette quotidienne. Lorsque vous arrivez du pont Samuel de Champlain, encore une fois, ou vous arrivez de l'île des Sœurs, vous vous dirigez au centre-ville à l'heure de pointe du matin, vous avez le privilège de voir des merveilleux levers de soleil sur le fleuve. Même l'hiver, quand les glaces sont un peu prises, ça, c'est une entrée de ville. Quand on voit en arrière le pont Victoria, on voit les édifices de la Cité du Havre, c'est tellement beau. À ce temps-ci de l'année, en septembre, on voit les paquebots qui sont dans le port de Montréal. Là, il y a juste les autos qui peuvent voir ça. C'est dommage que les cyclistes et les piétons ne puissent pas le voir aussi. Enfin, madame. Bonjour, Chantal Entendez-vous, oui? Chantal Munger, de la Ville de Montréal, en immobilier. Je vous avais parlé du concours que vous avez fait, M. Paquette, sur le trajet, le parcours entre Montréal, centre-ville et l'aéroport. Vous avez parlé de co-lauréats. Maintenant, moi, j'aimerais vous adresser une question concernant l'application ou la réalisation des éléments retenus suite à ce concours-là et du défi du temps pour la réalisation de ceux-ci. Peut-être revenir sur le contexte, c'est-à-dire ça a été déposé, d'une part, il y a eu un rapport qui a été déposé à la fin en 2012. Donc, le concours a duré environ 6 mois. On a fait les analyses par la suite. C'était déposé dans un contexte assez, perturbé sur le plan politique, c'est-à-dire que c'était déposé en 2012. Il y a eu, depuis, 3 gouvernements qui ont, à l'échelle provinciale. Donc, il faut voir que sur un contexte politique, les conditions n'étaient pas nécessairement des conditions optimales pour assurer un suivi. Par contre, on sait, à l'époque, le directeur du bureau Turcot, lorsqu'on a déposé notre rapport avec les 47 familles d'intervention, nous a dit « c'est mon livre de chevet ». Donc, ils ont utilisé notamment un certain nombre d'enseignements pour engager les entreprises qui ont réalisé en fait le projet Turcot. Mais je dois dire que déjà, on était en décalage par rapport au projet Turcot comme tel. Le défi, je pense, ce serait de voir quelles seraient les applications qui pourraient être retenues pour d'autres projets d'échangeurs, notamment le projet d'échangeur Saint-Pierre, qui est sur les planches à dessin du ministère des Transports. Mais au-delà de ça, je sais, pour avoir eu des échos, et c'est extrêmement difficile en tant qu'universitaire d'avoir des suivis de l'ensemble des suites de ce projet-là. Je sais qu'à la Ville de Montréal, où ils ont aussi obtenu le rapport dans différents dossiers d'arrondissement, notamment, ils ont retenu certaines leçons de ce travail-là. Merci. Merci, Mme Munger. J'ai dans l'ordre monsieur, madame et monsieur Anna. Il nous reste 15 minutes. Si on va entendre d'autres interventions, je ne raccourcirai jamais la salle. Je vais vous demander de faire ça plus brièvement de votre côté, si on va accommoder d'autres personnes. Monsieur. Bonjour, mon nom est Vianney Bélanger. Je suis préoccupé depuis plusieurs décennies de l'aménagement de la ville. J'ai une firme en développement immobilier qui s'appelle Coprim. Pour ceux qui sont les plus jeunes, je vais remonter un petit peu dans l'histoire. Il y a 30-35 ans, l'idée de rabattre et de démanteler l'autoroute Bonaventure date d'une initiative qui a été lancée dans les années 80. L'idée vient des années 80, qui avait été lancée par un groupe qui s'appelle GIUM, qui était sous la direction de Christophe Caron. L'OCPM n'existait pas à l'époque.
On a lancé une fin de semaine, une charrette sur Montréal pour dessiner l'avenir de Montréal. Ça avait été une initiative privée où on avait invité des étudiants de l'Université de Montréal. J'étais parmi et je rends aussi, en parlant de cette histoire-là, hommage ou la mémoire de ceux qui ne sont plus parmi eux, nous, présentement, qui ont été des gens, qui ont été des visionnaires. Cette fin de semaine, on avait eu des urbanistes et architectes internationaux qui étaient venus et on avait fait, c'était le concept de la charrette sur dessin sur Montréal. Il y a eu un document de produit, 2 documents, grand cahier, et on disait qu'il fallait démanteler et redonner le fleuve à Montréal, c'est pas d'hier, le fleuve à Montréal, et de faire l'autoroute. J'ai participé à l'inauguration il y a à peu près 2 ans quand on a fait... Bien entendu, il y a 35 ans, on n'avait pas la nouvelle du REM, on n'avait pas. Et aujourd'hui, un petit peu malheureusement, c'est que le REM aurait dû arriver avant le démantèlement puis le boulevard urbain. On aurait pu le faire. Parce que la cohorte d'autobus qu'il a, dans quelques années, n'est plus là. Et le REM va permettre aussi d'enlever un flot d'automobiles qui permettrait. À l'époque, quand on a émis le rapport, on a passé pour des illuminés. Personne, d'une certaine façon, croyait. Pierre était aussi au courant de ça, c'est de notre époque. Et dans certains, parce qu'il y avait aussi, on avait invité des promoteurs privés immobiliers, il y avait un mélange pluridisciplinaire. Ça a été fait, il y a eu un document de produit. Et pourquoi j'en parle, et je m'adresse à la commission, je pense que quand on réfléchit Bonaventure Bridge, et que je n'ai pas vu beaucoup présentement, parce que dans Dessin sous Montréal, il y a 35 ans, il y avait une deuxième phase, c'était après le canal La Chine, de poursuivre jusqu'au pont Champlain. Donc, ça existait. Peut-être qu'il faudrait dépoussiérer ces documents et les sortir, et aussi de voir que les préoccupations de l'entrée de ville à Montréal, c'est une préoccupation qui ne date pas d'aujourd'hui et d'hier. Je m'en fais le témoignage de ces gens-là, puis je suis heureux de voir qu'on ça revient. Donc, on ne construit pas une ville dans une décennie. Merci. C'était la capsule historique de Vianney-Bélanger. Merci, Vianney. Madame, et vous avez un défi de répondre aussi à M. Bélanger. Madame. Bonjour, Marjane Amine, Forge de Montréal, donc organisme usager du secteur Bridge-Bonaventure. On est installé en dessous de l'autoroute, entre l'autoroute et l'enseigne Farin Five Roses. On parle ici beaucoup de l'entrée de ville avec du point de vue de la mobilité. J'aurais aimé ça qu'on aborde peut-être davantage l'entrée de ville avec un point de vue de la promenabilité. C'est une notion que je reprends à Héritage Montréal ici, entre autres. Mais au-delà de parler d'aménagement en fonction des transports, puis principalement avec une perspective pour les transports automobiles, donc servir encore une fois l'auto dans une ville qui contient plusieurs autres types d'usagers. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager aussi d'avoir simplement des lieux de rencontre, des lieux de carrefour pour des temps d'arrêt, valoriser dans le cas du secteur Bridge-Bonaventure toutes les vues, mais en créant des espaces de pause, en fait, donc sortir du paradigme de mobilité, de vitesse dans laquelle on est vraiment tout le temps absorbé dans notre société actuelle, en optimisant le temps de traverse des piétons pour optimiser le temps de circulation des automobiles. Ensuite, en tant qu'usager moi-même de ce secteur-là, j'aimerais simplement avoir des espaces publics qui permettent de vivre le quartier, pas uniquement de le traverser, puisqu'il faut comprendre que c'est que le secteur Bridge-Bonaventure, c'est pas juste une entrée de ville égale lieu de transition. C'est un quartier d'habitation avec le secteur de la Pointe Saint-Charles. C'est aussi un quartier d'emploi avec plusieurs entreprises, organismes qui sont présents sur place. On a besoin de commerce, on a besoin de lieux de rencontre, de convivialité, d'espaces de pacification du contexte urbain, et pas uniquement de lieux de traverse et de transport, qui soient cyclistes, piétons, automobiles. Ils sont tous à inclure, mais peut-être que le point de vue est à prendre autrement que juste mobilité. Voilà. Vous avez dit avec éloquence ce que j'ai tenté d'induire il y a une demi-heure. Merci beaucoup. Il y a d'autres usages
que juste le parcours là-dedans. Il y a de la détente, le ludique et tout ça. Vous deux brièvement, et après ça, M. Anna. Oui, mais très rapidement, je voudrais réagir. Effectivement, je pense que cet enjeu est au cœur, en fait, des préoccupations des projets d'entrée de ville, c'est-à-dire de penser à la fois le déplacement, mais penser à la fois aussi la vitalité des territoires qui sont traversés. Et je pense qu'il y a plusieurs projets d'aménagement qui visent justement à reconquérir ces espaces qui sont délaissés et produire des espaces publics limitrophes. Et dans le cas du secteur Bridge-Bonaventure qui nous intéresse, parce qu'un des enjeux, c'est de redonner un accès au fleuve. Et ça, juste pour poursuivre sur la capsule historique, nous avons fait à la chaire en 2005, il y a une quinzaine d'années, c'est pas il y a 30 ans, mais il y a 15 ans, et déjà cette question de l'accès au fleuve, quand on avait fait une enquête auprès de l'ensemble des municipalités, c'était l'enjeu principal, alors que l'arrondissement qui est tout à côté, Verdun, ben, l'accès au fleuve, c'était une des richesses et un des attraits, en fait, de cet arrondissement-là en termes de qualité de vie. Donc, je pense que c'est extrêmement important de réfléchir le territoire en étroite relation avec l'infrastructure quand on pense aux entrées de ville. Je pourrais rajouter, je suis d'accord avec ce que Sylvain vient de dire, je pourrais rajouter que le boulevard Jean Jaurès, l'avenue Jean Jaurès, à Nîmes, que je vous ai montré, l'espace central est vraiment un milieu de vie. Il y a des fontaines, il y a des lits pour les gens, c'est des lits en béton, mais il y a des gens qui vont s'installer dessus. Il y a des petites pataugeoires, il y a des parcs pour les enfants. Donc, ça a vraiment été aménagé comme milieu de vie. C'est un boulevard urbain, mais l'espace central est tellement large que les gens ont plaisir à aller s'installer là au milieu. C'est un peu ce qui a été reproduit sur le boulevard Robert Bourassa. Si vous allez là le midi, vous allez voir, il y a énormément de gens qui vont là, qui vont faire des exercices, tout ça. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on traverse une autoroute pour aller jouer dans le milieu entre deux autoroutes. C'est peut-être ça le problème. Donc, c'est la différence. Il y a quelqu'un d'autre tantôt qui disait, moi, si vous auriez aménagé le boulevard du fleuve, le long du fleuve, un axe piéton et un axe piétonnier, un axe cycliste, à côté d'une autoroute, ça ne me tentera pas d'aller marcher là. À Rimouski, ça a été fait. Il y a une passerelle, je pense que ça s'appelle la passerelle de la mer. Ça a été fait. C'est très bien. Les cyclistes et les piétons sont protégés. Allez voir à Rotterdam, ça a été fait aussi. Les piétons, les cyclistes sont très, très protégés, loin des voitures. Et vraiment, il y a du mobilier urbain et ce sont des espaces de vie où les gens vont vraiment s'installer. Donc, ce n'est pas juste de la mobilité. C'est vraiment des endroits où les piétons peuvent aller et y passer la journée. Merci. Monsieur Anna? Et j'en profite, oui. Après Monsieur Anna, s'il n'y a pas personne encore au micro, on va amorcer la clôture. Parfait. Alors, David Anna, commissaire. Nous avons peut-être le défaut à Montréal d'une certaine pensée magique. Dans le sens où beaucoup des aménagements proposés comme entrée de ville ne s'adressent pas vraiment à la réalité que nous avons 4 à 5 mois d'hiver. Or, c'est une réalité qui ne paraît pas dans les images et les solutions proposées et tout, mais c'est quand même une réalité très profonde et très réelle, notamment que le trafic automobile est à son plus fort durant l'hiver, alors que le trafic cycliste piéton est à son moindre. Alors, est-ce que vous avez, et je parle aux deux panélistes, réfléchi un peu à des solutions dites hivernales? Est-ce qu'il y a des comparables, par exemple, inspirés peut-être de la Suède, qui pourraient nous orienter? J'aimerais vous entendre un peu là-dessus aussi. Je pourrais juste, je ne veux pas vous reprendre, mais je vais vous dire que la circulation automobile est moins forte l'hiver que l'été, l'automne et au printemps. Le pic sur le réseau routier, c'est en septembre et ça diminue à partir du 1er novembre. Donc, les gens vont plus passer Il y a des gens qui remisent leur véhicule l'hiver et les gens vont utiliser un autre mode qui va être habituellement le transport en commun. Donc, on diminue déjà les véhicules. Les cyclistes, M. Pronovo pourra le dire, mais il y a de plus en plus de demandes pour des pistes cyclables hivernales. De plus en plus de gens veulent se déplacer 4 saisons en vélo. Les piétons, l'hiver, c'est vrai que 4 km sur le bord du fleuve, l'hiver, probablement que ce n'est pas agréable. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il fait moins 30. On a eu 6 mois d'hiver l'année dernière, mais sur les 6 mois, il y en a un bon 3 mois qu'on aurait pu se promener quand même. Mais c'est vrai, vous avez raison, il faut tenir compte de l'hiver.
Mais par contre, on est dehors l'été, il faut quand même qu'on puisse en profiter l'été au moins. Ce n'est pas du tout pour nier l'importance des aménagements, Oui. effectivement, estivales, c'est sûr, c'est très agréable, nous sortons, mais effectivement, la neige, c'est la neige. Le moins 30 est moins problématique dans le sens où la neige couvre beaucoup des aménagements dont nous parlons et on ne peut pas les voir, au fond. Ni les sentir. Alors, j'aurais juste voulu entendre des solutions à caractère hivernal aussi, en même temps que des solutions dites Moi, je n'ai pas estivales. regardé pour l'hiver, mais je peux vous dire que Toronto ont l'hiver aussi, ils ont les mêmes aménagements. Sylvain, tu peux peut-être compléter? Oui. C'est sûr que c'est une question importante pour Montréal. Je vous renverrai, compte tenu qu'on a peu de temps. Non, on est confortable. Oui. Dans les solutions proposées par les concepteurs, il y avait certains projets qui cherchaient à mettre en valeur, en fait, l'expérience des différentes saisons à Montréal, notamment par des solutions de végétalisation des infrastructures. Donc, le fait qu'on puisse faire l'expérience de cette transformation de la végétation, c'est une singularité, je pense, qui est importante en termes d'image, de représentation. Mais plus concrètement aussi, il y avait des solutions de pistes multifonctionnelles qui permettaient du passage au vélo, au ski de fond en hiver, le long de ces entrées de ville qui étaient articulées, donc à la fois déplacements de voitures et déplacements déplacements plus doux. Et donc, je vous renverrai en fait à l'ouvrage qui est découlé de ce projet-là en 2015, en fait, qui regroupe l'ensemble des possibilités. C'est un peu un atlas des possibilités en termes d'entrée de ville. Et c'est l'ouvrage donc Yule Montréal, Paysage en mouvement, donc, qui a été publié par notre équipe de la Chaire. Voilà. C'est le livre dont vous faites référence dans vos notices biographiques sur le site de l'Office de consultation. J'ai fait 2 blogs en même temps. Et, brièvement, M. Haddad, je sais, c'est une invitation qu'autre chose. Nous, les commissaires, nous aimerions beaucoup inviter les gens, justement, à poser des mémoires sur la notion d'entrée de ville, en n'oubliant pas, bien sûr, qu'il n'y a pas juste le pont Champlain, il y a le pont Victoria, il y a la rue Mill et d'autres entrées de ville qui sont pertinents pour le territoire. Alors, pensez-y. Merci. Monsieur, mais juste un instant, je vais faire un avertissement. Monsieur, je vais interpeller M. Lahaye tantôt. Je vous donne 30 secondes pour réfléchir. Avant, vous allez nous poser 3 questions à la toute fin, après l'intervention de monsieur. Ce que vous avez appris ce matin de nous. OK? C'est encore une fois prétentieux. Puis après ça, peut-être que nos deux panélistes devraient aussi nous adresser une question sur laquelle les commissaires devraient réfléchir. Mais c'est vraiment là une phrase sur laquelle les commissaires devraient réfléchir dans les prochains mois. On va se faire ça hyper rapidement parce que j'ai maintenant quelqu'un d'autre. Oh. Allez, monsieur. Brièvement, Pascal Roberge. J'ai entendu... Profession? Ingénieur. Oh. Oui, ben oui, ça l'en prend. Hein? Okay. J'ai une question parce que j'ai entendu beaucoup d'interventions. Je suis arrivé sur le tard, donc peut-être que vous avez déjà répondu à la question d'une manière différente. J'entends parler de transformer les entrées de ville plus en axe de promenade. Il y a toujours une dichotomie. On veut que ça soit fluide, mais peut-être pas de temps, peut-être pas 4 saisons. Puis bon, comment marier le transport actif de transit avec les espaces promenades? Ça prend-tu une piste Gilles Villeneuve sur un axe routier pour les vélos de transit et une autre pour ceux-là qui veulent se promener en Bixi ou un triporteur? Il faut y penser à ça. J'ai une étudiante qui a fait sa maîtrise là-dessus l'année dernière. Effectivement, ça prend 2 réseaux cyclables, un réseau touristique puis un réseau utilitaire pour ceux qui l'utilisent comme déplacement de tous les jours pour aller à l'école et au travail. C'est clair que ces gens-là, ils ne se déplacent pas à la même vitesse qu'un touriste qui fait ça pour se mettre en forme ou le plaisir. La sous-question, c'est le transit. Bien, si on veut qu'il soit utilisé, il faut que ce soit le fun et en bordure de rive, mais ceux qui sont dans promenade aussi. Donc, qu'est-ce qu'on priorise? Comme les corridors de natation. On fait 2 réseaux parallèles à Bilbao. Ils l'ont fait aussi. Donc, il y a moyen de voir. Comme à Québec. Comme à Québec. Monsieur. Bonjour, Georges Renaud. Je suis gestionnaire immobilier, courtier immobilier. Et je donne des cours en immobilier aussi. Je suis dans le domaine depuis 35 ans. Je suis d'accord avec vous qu'une piste cyclable sur le bord d'une autoroute, il y en a une sur le bord de l'autoroute 132
qui est très étroit et qui est très utilisé. C'est que ça fonctionne, les pistes cyclables. Le monde qui cherche à se déplacer en vélo va prendre les routes qui sont disponibles. Je pense qu'il y a des façons de le faire. Je crois que l'intervention d'une piste cyclable sur le bord du Saint-Laurent en revenant du pont Champlain, c'est une bonne idée, mais qu'on arriverait à la partie surélevée du Bonaventure, qu'on l'appelle, je pense qu'on devrait passer en dessous, puis on devrait faire un beau pont par-dessus le canal pour aller chercher Robert Bourassa et non essayer d'amener des vélos sur cette partie d'autoroute. En tout cas, c'est une suggestion. Je ne sais pas ce que vous pensez. Merci. Je suis tout à fait d'accord parce que quand on sort du pont Victoria, je l'ai pris hier pour voir, la vue est magnifique du pont Victoria, puis on arrive en dessous, puis là, on passe en dessous de Bonaventure, puis tout ça, c'est tellement moins beau que oui, on pourrait partir de là puis tout réaménager ça. Oui, c'est vraiment quelque chose que les commissaires pourraient penser. Alors, c'est pas le mot de la fin, là, mais qu'est-ce que vous avez appris de nous ce matin? Merci, plein de choses intéressantes. Déjà, beaucoup de questions autour des échelles, finalement. Quand vous avez beaucoup parlé d'entrée de ville, le concept d'entrée de ville a été beaucoup questionné. C'était assez intéressant. Parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas de Montréal, mais je ne suis pas certain que l'entrée de ville de Montréal, elle soit vraiment sur le secteur Bridge Bonaventure. Donc, effectivement, la notion même d'entrée de ville, peut-être qu'il faut la poser à des échelles plus larges. En Europe, on travaille beaucoup, vous savez, sur les questions de parking relais. Vous appelez ça, vous, les parkings incitatifs, je crois, ou d'incitation. Oui. Ils sont souvent quand même beaucoup plus éloignés, finalement, d'un secteur comme Bridge Bonaventure. Donc il y a effectivement la question de cette échelle de l'entrée de ville. Est-ce que c'est vraiment une entrée de ville? Je pense que ça, c'est vraiment une question. Mais on n'abordera pas avec vous ce matin l'aménagement des stationnements incitatifs parce qu'on va tous déprimer jusqu'à la fin. C'est ça. Mais en Europe, ça marche. Mais effectivement, la deuxième remarque, c'est que vous avez utilisé beaucoup de références européennes aussi ou nord-américaines. Il me semble quand même que les volumes dont vous parlez de véhicules sont quand même extrêmement importants et que du coup, la requalification d'un secteur comme ça, on peut certes rêver de travailler vraiment sur le sujet de la mobilité, mais avec demain le REM ou d'autres systèmes. Mais malgré tout, il faut quand même prendre en charge ce flux de véhicules qui, de toute façon, restera très important. Donc, effectivement, il ne faut pas obérer la capacité à traiter aussi ce sujet-là. Je pense que nous, en Europe, on est plutôt sur des solutions où on est sur du report modal à très grande échelle ces dernières années. Ici, vous en êtes peut-être encore assez loin. Donc, il ne faut pas rêver des solutions. On parlait de Rotterdam. Rotterdam, c'est des flux de véhicules 1000 fois inférieurs aux vôtres. C'est même plus des autoroutes, c'est déjà des boulevards apaisés qui sont en train de traiter. Donc, peut-être il y a cette question aussi, effectivement, de flux à questionner. Et puis sur les enjeux de paysage, effectivement, je pense que là, par contre, sur le secteur Bridge Bonaventure, vous avez quand même un vrai sujet. On parlait tout à l'heure des totems, des représentations de paysage, du pont, de sa mise en valeur. Donc là, effectivement, j'ai l'impression à vous écouter, puis à écouter le groupe. J'ai aussi écouté le groupe sur le patrimoine. Il y a sans doute là-dessus, pour le coup, un vrai enjeu sur ce secteur-là, parce que vous avez des marqueurs, le nouveau pont, les silos à grains, mais aussi les marqueurs routiers existants. Effectivement, on cherche absolument à les gommer, mais finalement, ils ont peut-être aussi des qualités intrinsèques qui doivent être retravaillées. Le ferroviaire aussi, vous avez des trains de manière importante. Donc il y a peut-être aussi un enjeu à travailler finalement sur ce qui existe déjà avant de se dire on va passer à autre chose. Merci, monsieur. Alors, vous avez chacun un thème que vous allez nous proposer pour que les commissaires réfléchissent dans les prochains mois et qui peuvent devenir des thèmes de mémoire que les gens vont déposer. Je rebondirai aussi sur la dernière intervention. Je pense qu'un des éléments importants quand on parle d'entrée de ville, ce n'est pas nécessairement qu'un seuil, mais c'est aussi une progression. Et je pense que si on pense l'entrée de ville pour le secteur Bridge, ça commence de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire déjà en prenant le pont Champlain, et il y a une suite de progression, d'expériences paysagères qu'on doit prendre en compte. C'est merveilleusement succinct. Moi, je voudrais rajouter que c'est fini de penser fluidité. Donc, il faut vraiment penser sécurité routière, que chacun ait sa place. Et si ça prend trop de temps en auto, les gens voyageront en REM. Et Rotterdam, pourquoi il y a moins de trafic? Parce qu'il n'y a plus un seul camion qui circule à Rotterdam. Tout le transport, tout le camionnage se fait par le fleuve. Et nous aussi, on a un fleuve. Voilà. Alors, peut-être le mot de la fin. Oui, monsieur Sylvain. Je dirais peut-être une autre inspiration que j'ai par rapport à ce projet-là. Je pense qu'on devrait prendre le temps de questionner le concept de boulevard urbain et de sa pertinence par rapport à ce secteur-là. Je pense qu'il y a des solutions radicales qui sont l'enfouissement d'autoroutes pour reconquérir des espaces pour d'autres modes de déplacement et pour une vitalité territoriale, une qualité du cadre de vie.
Mais je pense qu'on doit aussi, au-delà de tous les exemples, les exemples à travers le monde, on doit penser à partir de la singularité de Montréal et inventer nos propres solutions les plus cohérentes par rapport à ces enjeux. Capsule historique, ça fait juste 40 ans qu'on parle de l'enfouissement de l'autoroute et chacun, on a dessiné 3 propositions probablement là-dessus. 10 secondes. Un boulevard urbain, ce n'est pas une route sur laquelle on circule à 70 km/h. Quand ils disent qu'ils veulent transformer Notre-Dame, le prolongement de Notre-Dame en boulevard urbain, ce n'est pas ça un boulevard urbain. Un boulevard urbain, les gens circulent lentement et c'est confortable pour les riverains aussi. Il faut penser aux gens qui restent en bordure de la route. Voilà. Alors, vous avez faim, tout le monde, je crois. Mes remerciements aux panélistes énormément. Mes remerciements à vous, parce que les questions étaient éminemment pertinentes et historiquement intéressantes. Mes remerciements à l'équipe technique, au son, à la transcription, sténographie et à l'image. Alors, merci, ils méritent. Et je vous invite, non, Élise vous invite aux ateliers d'après-midi. Il y a 3 panels en après-midi. Renforcer les connexions en transport actif et collectif, ça rejoint les dernières propositions dans l'autre salle. Et ici, on aura la mise en réseau d'espace public par une trame verte. Alors voilà, merci beaucoup et j'attends une 30aine de mémoires de votre part. Merci.